Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Cette exposition se tient à Lima, l'Institut du monde arabe, jusqu'au 5 août. Alors pourquoi consacrer une exposition au canal de Suez? Alors pour trois raisons. D'abord parce que c'est une prouesse quand même technologique. Vous imaginez creuser un canal de 160 km dans le désert, il fallait le faire. Deuxième raison, c'est une prouesse économique aussi. Vous imaginez qu'en 1869, quand a été inauguré le canal, eh bien c'est la première fois qu'on peut passer de l'Europe à l'Asie sans contourner l'Afrique. Donc c'est une prouesse économique intéressante qui fait gagner du temps et de l'argent à toutes les compagnies maritimes qui font du transport, du commerce international, et qui fait gagner de l'argent à l'Égypte aussi, puisque c'est devenu le troisième source de revenus. Et enfin, troisième raison, ce canal devient un terrain d'enjeu politique majeur pour la deuxième partie du 19e siècle et 20e siècle, puisque c'est là qu'on voit les rivalités anglo-françaises, c'est là aussi qu'on voit l'émancipation de l'Égypte sur fond de début de fin de colonialisme. Alors je vous emmène voir, découvrir cette exposition à Lima. Dès l'entrée de l'exposition, le visiteur est invité à l'inauguration du canal de Suez en Égypte. C'était le 17 novembre 1869. Ces pavillons accueillent la plupart des têtes couronnées du monde, notamment l'impératrice Eugénie, venue de France sans son époux Napoléon III. Une reconstitution fidèle à partir de peintures, mais pas seulement. Alors là, vous avez le journal de l'inauguration du canal, fait à partir des reportages de l'époque par des journalistes qui étaient également peintres et dessinateurs et photographes, parce qu'on est dans une période où on passe du dessin de presse à la photographie de presse. Ce chantier pharaonique dure près de 10 ans. Les paysans égyptiens réquisitionnés travaillent dans des conditions inhumaines. Il y a des morts, beaucoup de morts, trop de morts. Il faut que le canal puisse faire appel à des technologies de pointe, et Ferdinand de Lesseps fait intervenir les dragueuses, c'est-à-dire ce genre d'appareil qui va creuser sous l'eau et qui va permettre d'accélérer le travail. Le canal de Suez appartient à ces investisseurs français, belges et anglais. Leur contrat d'exploitation prévu pour un siècle est brutalement interrompu en 1956 par le président Nasser. Nasser annonce la nationalisation. Les gouvernements français et anglais qui représentent leurs opinions publiques décident d'intervenir et envoient leurs parachutistes à Port Saïd. Évidemment, c'est un conflit armé, dur. Et l'Union soviétique d'un côté, les États-Unis de l'autre, demandent à leurs alliés franco-anglais de se retirer. Donc c'est un échec français et anglais, c'est la fin du colonialisme. Aujourd'hui, les droits de passage sur le canal rapportent à l'Égypte 5 milliards d'euros par an, un revenu qui est en passe de doubler. En 2014, Sisi, président d'Égypte, décide de doubler le canal et il entreprend les travaux qui vont durer moins d'1 an pour faire, au fond, pour transformer une route nationale en une autoroute. C'est-à-dire avec un canal qui circule dans un sens et l'autre canal qui circule dans l'autre sens. Le canal de Suez n'est pas seulement un enjeu économique majeur. Pour les Égyptiens, il incarne depuis toujours leur désir de puissance. Voilà, donc à voir à l'Institut du monde arabe à Paris jusqu'au 5 août. On a encore un petit peu de temps. Oui. Maintenant, nous allons à Bruxelles pour le lancement du concours prestigieux, concours Reine Elisabeth, consacré cette année au chant. Alors vous savez que c'est le grand concours international de musique classique et chaque année ça change. Il y a le violon, le piano. L'année dernière, c'est pour la première fois le violoncelle et cette année, c'est le chant. Alors il y a ce soir, hier et ce soir, c'était les premières épreuves de sélection. Il y a 57 candidats, 38 femmes, 19 hommes. La majorité sont coréens, suivis de très près par les Français. Il y a également des Allemands, des Américains, 6 candidats belges. Voilà. Et donc ce soir, nous saurons qui sont les 24 demi-finalistes, les 24 heureux demi-finalistes. Voilà. Et le 12 mai, c'est les lauréats, proclamation des lauréats. On en reparlera. Et puis on termine avec la 3e édition des Plumes francophones en partenariat avec TV5 Monde. C'est un concours littéraire. Oui, un concours littéraire ouvert à tous. Attention donc à vos manuscrits,
à vos plumes. Vous avez jusqu'au 31 août pour envoyer vos manuscrits. Alors c'est un concours l'année dernière, il y avait 1500 participants, imaginez-vous. 2 lauréats, il y a un jury du public et un jury professionnel de la littérature, présidé par l'écrivain Bernard Werber. Et alors les lauréats voient leur œuvre publiée à la fois en livre audio, livre Kindle et quelques tirages papier. Et donc nous en reparlerons sur TV5 puisque nous sommes partenaires et vous êtes dans le jury, si je ne me trompe pas. Exactement, j'ai cette chance et il faut effectivement aller sur Amazon pour retrouver l'endroit où vous allez poster votre magnifique manuscrit. Merci Pascal, on se retrouve demain, jeudi. Mais bien sûr. Avec plaisir.